Bonjour Bill Bonjour. François, La truite et le perroquet, confidence du peuple des rivières. Chez Albin Michel, c'est votre dernier livre où vous parlez d'énormément d'animaux et dont certains très étranges. Vous décrivez par exemple ce qu'on pourrait trouver comme animaux bizarres sous une péniche. On fait pas très attention quand on voit une péniche. C'est vrai qu'on voit des choses un peu accrochées dessus, mais on fait pas gaffe. Et alors, il y a des trucs genre des écrevisses avec leur squelette à l'extérieur. Alors, ça, c'est déjà un peu particulier quand même. Vous pouvez nous expliquer? Oui, on n'y pense pas, mais simplement une écrevisse, qui est un animal très étrange, hein. Ça a son squelette à l'extérieur de son corps, comme les autres arthropodes, hein, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement différent de nous. Donc ça vit tout près de Oui. nous, mais c'est comme un animal qui vivrait dans une autre planète, hein. En plus, elle va du coup devoir changer de squelette pour grandir, l'écrevisse, donc elle va consommer son squelette ensuite lorsqu'elle en change. Alors, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'elle le mange quand même, son squelette. Ça lui permet de récupérer les nutriments qu'elle a perdus en muant. Mais bon, c'est vrai des écrevisses, mais c'est vrai des homards, des autres crustacés, hein. Mais je trouve ça assez surprenant. Bah, c'est Alors, clair. des écrevisses dans nos eaux, on en a de plusieurs espèces, hein, mais de moins en moins d'écrevisses indigènes, parce qu'il y a beaucoup d'écrevisses qui ont été introduites pour la consommation humaine et qui malheureusement ont causé une peste des écrevisses, une maladie qui a décimé les écrevisses indigènes. Donc on retrouve plus d'écrevisses natives que dans le haut des cours d'eau, dans certaines parties très très propres, et il est indispensable de les protéger parce que c'est une biodiversité qui est en train de disparaître. Alors, dans les autres êtres étranges sous notre péniche, on a le spongilla. Les éponges d'eau douce, tout à fait. Et ça, c'est D'accord. vraiment, si on veut imaginer le paysage qu'il y a sous la Seine, et qui n'est pas tout à fait celui qu'on nous a montré dans le film sur Netflix avec les requins géants, hein. Il y a des animaux géants et incroyables sous la Seine, mais c'est un paysage qui est plutôt plein de vie, avec énormément d'animaux incroyables. Et donc, il y a des forêts d'éponges, c'est des animaux, hein, c'est des forêts animales, hein, d'éponges d'eau douce, qui ressemblent aux éponges de mer, hein, et donc, par extension, aux éponges de nos salles de bain, hein. C'est des animaux avec des arborescences, comme ça, qui construisent toute une structure. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils vont faire des structures totalement incroyables en étant ce qu'il y a de plus simple au monde comme animal, c'est-à-dire un simple amas de cellules. Une éponge, ça n'a pas de tissu ou d'organes différenciés. Ça n'a évidemment pas de cerveau, mais ça n'a pas non plus de tube digestif, etc. C'est juste des cellules indépendantes les unes des autres qui se regroupent en un organisme. Et rien que comme ça, elles arrivent à faire des structures étonnantes et à filtrer énormément d'eau, ce qui a un gros impact sur le milieu aquatique. Et alors, il y a des sangsues. Alors déjà, les sangsues, ça, on sait à peu près ce que c'est, mais des sangsues hermaphrodites. Les sangsues sont hermaphrodites, Elles sont toutes effectivement. Elles hermaphrodites, sont les sangsues. hermaphrodites, ça fait D'accord. partie de leur mode de reproduction. C'est un animal qui est aussi assez incroyable, la sangsue, et qui nous a sauvés pendant des siècles, hein. Ça paraît effroyable, la sangsue, comme ce ver qui pompe le sang, mais pour pomper le sang, c'est un parasite, donc il ne va pas chercher forcément à tuer sa proie, il va chercher plutôt à ce que sa proie survive pour pouvoir la parasiter encore mieux. Donc la sangsue possède des propriétés antibactériennes. Et à l'époque où on n'avait pas d'antibiotiques, c'était souvent notre seule chance de survie d'avoir recours à ces propriétés. Alors il y a eu évidemment des dérives, toutes sortes de charlataneries aussi à base de médecine de sangsue, de l'Antiquité jusqu'à l'aube du XXe siècle, hein, mais il y a des propriétés qui ont sauvé sans doute nos ancêtres. Et si on est tous là aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu un ancêtre un jour ou l'autre qui a été sauvé grâce à des sangsues. Encore aujourd'hui, dans les hôpitaux, on en utilise des dizaines de milliers par an. Et alors, les sangsues dont vous parlez, elles ont quand même 9 testicules et 2 ovaires. C'est quand même... Oui, c'est quand même c'est assez incroyable surprenant, pour une hein. petite sangsue comme ça. Une petite sangsue comme ça, c'est des êtres qui sont construits de façon très différente de nous C'est et qui clair. pourtant partagent notre habitat, puisqu'on en a dans des fossés ou des cours d'eau ou sous la coque d'une péniche qu'on voit tous les jours. Et alors c'est pas une bizarrerie, mais dans les choses extraordinaires qu'on lit dans votre livre, certains animaux qui arrivent à retarder leur métamorphose, donc là c'est un fantasme total pour les humains, rester jeune tant qu'on en a envie. C'est-à-dire que non seulement on reste jeune longtemps, mais c'est l'animal qui décide quand est-ce qu'il va devenir adulte. Donc vous parlez des têtards et des salamandres du Mexique, les fameuses. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler de ça, ces animaux qui nous font fantasmer?
Oui, il y a beaucoup d'animaux aquatiques qui vont être amphibies, donc qui vont vivre à la fois dans l'eau et hors de l'eau, et souvent une partie de leur vie dans l'eau et une partie hors de l'eau, et ça implique des métamorphoses parfois totalement incroyables, comme les larves de libellules quand elles deviennent adultes, ou les têtards qui deviennent des grenouilles, et qui donc passent d'un mode de vie de poisson, à respirer avec des branchies, à vivre dans l'eau, à un mode de vie de tétrapodes terrestres, comme vous et moi, à respirer avec des poumons et à vivre hors de l'eau. Et cette métamorphose, qui est une étape très importante de leur vie, certains amphibiens, beaucoup d'ailleurs d'espèces, peuvent la retarder pour ne sortir de l'eau qu'au moment opportun. Ça, c'est la plupart des grenouilles, des crapauds, etc. sont capables de faire ça et de retarder de plusieurs mois leur métamorphose pour sortir de l'eau au meilleur moment. Mais les tritons font encore mieux. Les tritons vont être capables carrément de ne jamais faire leur métamorphose si les contraintes du milieu ne sont pas favorables, qu'ils sont bien dans l'eau, qu'ils sont bien en quelque sorte dans leur enfance, dans ce milieu de vie de leur enfance, que le milieu terrestre est inhospitalier parce qu'il y a une sécheresse ou un événement climatique qui ne leur convient pas, eh bien une grande proportion de tritons va rester dans l'eau et ne va jamais effectuer sa métamorphose. Alors vous me direz, mais du coup ils ne se reproduisent pas et c'est voué à l'échec cette histoire? Eh ben non, parce que les organes reproducteurs vont quand même devenir matures. Donc l'animal garde une forme de larve, typiquement va garder ses branchies pour respirer sous l'eau, va rester une créature aquatique, mais va développer des organes reproducteurs matures et va pouvoir se reproduire dans l'eau. Et comme ça, il y a une population de tritons qui est dite néoténique, comme ça, qui reste des larves, mais qui peuvent se reproduire, on appelle ça la pédogénèse, et une population de tritons qui va se métamorphoser et devenir adulte. Et les tritons dont vous parlez, est-ce que c'est les fameuses axolotes, c'est ça, les fameuses salamandres? Alors l'axolote, ça va encore plus loin. C'est ça, parce que c'est un animal incroyable. Lui, c'est une salamandre plus qu'un triton. Enfin, ça ressemble beaucoup, c'est la même idée. Donc les salamandres, en général, même mode de vie, une larve aquatique et une sortie de l'eau pour un adulte qui va ressembler un peu à un lézard. On va dire un lézard humide, mais un lézard. Eh bien, l'axolote, c'est une espèce de salamandre du Mexique, où toute la population reste néoténique par défaut. Le stade adulte n'existe plus dans la nature, c'est-à-dire que toutes ces salamandres restent sous forme de larves. Ça a bien des avantages d'être une larve, parce qu'en plus, c'est des tissus qui sont principalement des cellules souches, donc en gros, on leur coupe un membre, ça repousse, leurs organes repoussent, ça leur permet de vivre extrêmement longtemps aussi, parce que leur corps vieillit très peu, c'est des larves, hein. Mais c'est des larves qui se reproduisent, donc c'est assez étonnant comme animal, on dirait une sorte de salamandre. C'est très mignon, en plus c'est trop joli. C'est très mignon, oui, ça a une bonne tête bien ronde, avec des branchies, hein. Et donc cet animal, oui, qui est assez adorable, va pouvoir vivre une 60aine d'années, voire plus, et se reproduire en tant que larve. Donc c'est un animal qui a complètement court-circuité le passage à l'âge adulte, mais qui en a encore la capacité. C'est-à-dire que si vous prenez un axolote, ne le faites pas chez vous, et que vous lui mettez quelques gouttes d'hormones thyroïdiennes qui activent le développement de sa métamorphose, il va se métamorphoser, sortir de l'eau et devenir une salamandre tout à fait banale et comme les autres salamandres. Mais dans la nature, ça n'arrive pas. Ça n'arrive que si on le force chimiquement. Et c'est un de ces fameux animaux qui font fantasmer tous les scientifiques parce qu'on dit que c'est des animaux un peu avec une jeunesse éternelle, c'est-à-dire qu'en plus ils sont très peu malades, etc. Donc, oui, voilà, ça a tellement d'avantages d'être une larve comme ça que ça suscite beaucoup de questions et de potentialités pour la recherche. Bon, alors il y a des animaux encore plus qui vont encore plus loin dans l'océan, puisqu'il y a des méduses qui arrivent à inverser carrément leur vieillissement et rajeunir. Donc ça, c'est des sujets de recherche absolument sans fin, où se trouvent sans doute des grandes avancées pour la médecine et pour la recherche, si on arrive à protéger suffisamment ces animaux pour qu'ils restent là, que les espèces existent encore et qu'on puisse du coup percer leurs secrets. Ça, c'est pas gagné. On va espérer. Merci.